Salut à tous. Est-ce que le gardien le plus cher de l'histoire est la pire passoire de Première Ligue? Eh bien ça peut sembler fou, mais la question se pose en Angleterre, car visuellement Kepa semble faire régulièrement des boulettes, et statistiquement c'est le gardien qui a le pourcentage d'arrêt le plus faible. Mais est-ce que c'est vraiment pertinent d'utiliser ce pourcentage pour déterminer la qualité ou non d'un gardien? Eh bien non, parce que d'une équipe à l'autre, les gardiens ne subissent pas la même qualité des tirs. Une équipe comme Chelsea qui est hyper offensive et qui a des lacunes défensives, expose beaucoup son gardien. Et chez 11 contre 11, on ne fait pas que critiquer. Tel Cristina Cordula, on apporte aussi des solutions. Donc nous allons mesurer objectivement de la qualité d'un gardien. Et pour être objectif, on va pas s'appuyer sur n'importe quoi pour dire quelles sont les qualités du gardien. On va s'appuyer sur la parole sainte du plus grand collectionneur de maillots de YouTube, le bien nommé Willou. On voit bien que dans les trois catégories que Willou a proposées, il y en a une qui va nous poser problème pour la décrire avec des chiffres. C'est la partie dite hors norme qui correspond en fait à des qualités mentales du gardien. À part peut-être la constance où on pourrait imaginer qu'on attribue une note match par match et on regarderait à quel point le gardien a des notes différentes d'un match à l'autre. Pour les autres, c'est assez évident qu'on va pas pouvoir les mesurer directement. Bon, ça commence mal. On a déjà quasiment enlevé la moitié des caractéristiques dont parlait Willou. Mais c'est pas fini, on va encore en enlever. Donc, les autres qu'on doit enlever, c'est celles qu'on pourrait s'amuser à mesurer, mais il y aurait tellement d'aléatoires car c'est des événements tellement rares qu'au final on mesurerait de la merde. Je pense que c'est évident pour la plupart des variables présentées. Je vais juste préciser que pour les passes courtes, le problème c'est que les gardiens entendent beaucoup trop des faciles par an et du coup ils en ratent très rarement. Et du coup c'est pas assez discriminant. Et j'ai dit beaucoup de fois trop du coup dans cette phrase. Du coup je vais arrêter. Après cette bonne résolution, on va passer à la dernière variable que je vais supprimer. Je vous promets, c'est la dernière, c'est la taille. La taille peut à la fois avoir des répercussions positives mais aussi des répercussions négatives. Et l'idée c'est que ça va se traduire dans les autres statistiques qu'on va mesurer. Par exemple, un gardien qui serait vraiment trop petit pour ce qu'on attend de lui, on se rendra compte qu'il ne capte pas assez de centre. Mince, je vous ai spoilé la suite de la vidéo. C'est l'occasion de vous dire quelles sont les variables qu'on va garder et comment on va les mesurer. Première qualité, le jeu long. Et pour la mesurer, c'est simple, on garde le pourcentage de passes réussies de plus de 40 mètres. Quelqu'un souhaite faire opposition? Non? Alors qu'il se taise à jamais. Donc je disais, l'autre qualité ensuite qu'on va garder, c'est le shot stopping et en fait on va le mélanger avec la qualité de positionnement. Comment on va faire ça? On va utiliser les post-shot expected goals qu'on va ramener sur les buts réels. Mais je pense qu'il y a beaucoup d'entre vous qui doivent se demander ce que c'est les post-shot expected goals. Alors, l'expected goals mesure la probabilité de marquer un but en fonction de la situation dans laquelle se trouve le joueur au moment de la frappe. Le post-shot expected goals est mesuré uniquement pour les tirs cadrés et on définit en fonction de la vitesse, de l'effet qu'il y a dans le ballon et de la position où la frappe devrait finir, une probabilité de marquer. Cette probabilité-là permet de mieux mesurer la capacité du gardien à faire des arrêts et à être du coup bien positionné pour pouvoir effectuer l'arrêt que l'expected goals, disons classique. Pour le jeu aérien, on va simplement prendre le taux de centre capté. Et enfin pour l'anticipation, j'ai deux statistiques qui vont me permettre de mesurer ça. La fréquence des interventions en dehors de la surface par match et la distance moyenne de ces interventions par rapport au but. Enfin, la partie la plus arbitraire pour pouvoir donner une note à nos gardiens, c'est de définir le poids de chacun des axes. Voilà mes choix. Comme vous le voyez, j'apporte une importance très élevée au fait d'éviter des buts. Ça me semble pas absurde. Et enfin, je liste ici des informations pour ceux qui voudraient savoir exactement quel est le champ des données. Et maintenant, on passe au résultat. Le meilleur gardien au monde selon l'indicateur qu'on a construit est Unai Simon de l'Athletic Bilbao. Bon, ça commence mal, ce n'est même pas Oblak. Bon, je suis désolé de vous avoir fait perdre votre temps. C'est une honte. C'est une honte, construire un algorithme qui ne fonctionne même pas. Mais qu'est-ce que je fais de ma vie? On va regarder le numéro 2, on sait jamais, peut-être qu'on va retrouver des noms plus familiers. Yann Oblak, ah oui. Putain, enfin. Ouh, on a eu chaud les gars. Bon, ok, on retrouve bien Yann Oblak numéro 2. Mais je pense que certains d'entre vous doivent se demander comment se fait-il que les radars du numéro 1 et du numéro 2 soient aussi étroits? Eh bien, en fait, il se trouve que Oblak et Unai Simon sont de tels shotstoppers que leur zone devrait sortir très largement du radar. Et merde, numéro 3, l'Arsenal. Alors là, ça peut surprendre certains, mais en réalité, il n'y a pas vraiment de doute sur sa qualité. Déjà l'année dernière en Ligue 2, Opta avait sorti une étude qui montrait que c'était un gardien incroyable. C'est probablement une pépite du championnat de France qui est encore en ce moment un peu sous les radars. Enfin, pas pour les joueurs de mon petit gazon parce qu'il a 8 toutes les semaines. Ensuite, des places 4 à 8, on va trouver des références du poste. Ter Stegen, Ederson, Szczęsny, Jan Sommer, Alisson. D'ailleurs, Alisson 2019-2020 n'est pas dans le classement car il n'a pas joué assez de matchs, mais ça semble être un excellent cru. Pour le moment, il est juste en train d'exploser le classement. Vient ensuite Peter Gulácsi du RB Leipzig. J'ai pas trop d'avis sur ce gardien honnêtement. Puis Walter Benitez qui l'année dernière a fait des parades simplement incroyables à tous les matchs. Puis on retrouve Ederson avec sa saison 2017-2018. Puis Nick Pope, le gardien de Burnley, qui en 2017-2018 avait mené son équipe à une qualification en Europa League historique. Edouard Mendy, un gardien très solide cette année en Ligue 1. Hugo Lloris, de nouveau Yann Oblak, David De Gea, Alphonse Areola, qui était solide l'année dernière.
Donc je vais pas lister non plus tous les noms. Mais on voit quand même que les premiers noms, bah ça semble pas déconnant. Donc on a l'impression quand même que ce qu'on a fait là très rapidement fonctionne pas mal. Donc maintenant on va voir Kepa ça avec Kepa. Est-ce qu'il est vraiment si mauvais que ça? Eh bien, c'est pas glorieux. On voit qu'il est 145e sur 247 sur notre indicateur, qu'il est en dessous de la moyenne dans les deux catégories les plus importantes. Bref, Chelsea a payé le prix le plus élevé pour un gardien de l'histoire et se retrouve avec un gardien complètement moyen. Et c'est d'autant plus inquiétant que malgré son jeune âge, il n'a pas progressé. L'année dernière, il était un peu meilleur, alors que c'était sa première saison en Angleterre. Mais alors peut-être que c'est qu'il est mal adapté au championnat anglais, qu'il avait montré des choses bien plus intéressantes en Espagne. Et là encore, non. Et pour le coup, ça, c'est un signe intéressant pour notre indicateur. Parce que avec notre indicateur, on n'aurait jamais payé 80 millions pour Kepa. Du coup, même si la presse en fait trop en disant que c'est le pire gardien de première ligue, on ne peut pas nier qu'il y a un problème au poste de gardien à Chelsea. Mais là où c'est inquiétant, c'est que le joueur auquel pense Chelsea pour remplacer Kepa, bah il est pas incroyable non plus. C'est Nick Pope. Or, depuis son retour de blessure, qui lui a coûté une année blanche l'année dernière, Nick Pope est l'un des pires gardiens des 5 grands championnats pour arrêter le ballon. C'est donc un choix hyper étonnant. Vu que le directeur sportif de Chelsea connaît apparemment rien au poste de gardien de but, c'est Petr Cech. Bon, vu que le directeur sportif ne sait pas évaluer un gardien alors qu'il a été lui-même un très très grand gardien, je vais faire son travail à sa place et je vais proposer quelques noms que l'indicateur suggère. Le nom qui semble évident pour intégrer une grande équipe qui essaie de jouer au ballon, c'est Gianluigi Donnarumma. Ça va pas venir comme une grosse surprise pour la plupart des gens, et effectivement, pour qu'il vienne, va falloir qu'Abramovich sorte le chéquier. Mais ça peut rester raisonnable, parce qu'il lui reste que 18 mois de contrat. Et son agent, c'est Mino Raiola. Donc si jamais il y a un gros contrat sur la table, vous inquiétez pas qu'il fera le forcing pour que son client parte. Et sportivement, comme vous le voyez, il est déjà meilleur que Kepa de tout point de vue. En plus de ça, il progresse chaque année, il a que 20 ans, et il a déjà beaucoup d'expérience. Bref, si Chelsea veut sortir une grosse enveloppe pour son gardien, Donnarumma, ça semble être le bon plan. Si Abramovich se rend compte qu'il a déjà mis 2 milliards dans le club et qu'il s'agirait de stopper l'hémorragie, on a d'autres propositions avec des gardiens plus expérimentés qui pourraient arriver cet hiver et apporter un plus par rapport à Kepa. Premier nom, Jan Sommer. Alors, lui, c'est probablement le plus difficile à faire venir, vu que Mönchengladbach est à la lutte en Allemagne pour devenir champion. Mais Mönchengladbach, c'est pas le club le plus riche d'Europe. Et Jan Sommer a déjà 31 ans, donc peut-être qu'en cas de grosse offre, il serait capable de le céder dès cet hiver. Mais bon, j'entends déjà les Anglais. Gardien qui fait 1m83, c'est pas possible en première ligue, il y a trop d'impact. Ok, donc je vais vous proposer deux gardiens d'1m92. Le premier, c'est une valeur sûre, on l'a connu en Ligue 1, c'est Sirigu. Il déçoit jamais vraiment. C'était peut-être pas le meilleur gardien du monde et c'est pour ça qu'il est parti du PSG, mais là, comme solution rapide en hiver, c'est probablement un des meilleurs plans pour Chelsea. Je suis sûr que c'est le genre de mec qui est capable de s'adapter à la première ligue. D'ailleurs, ces 2 dernières saisons étaient tellement bonnes qu'il est revenu en équipe d'Italie. Donc, il est peut-être un peu vieux, mais en vrai, ça se voit pas encore dans ses performances. Enfin, dernière proposition, David Soria de Retafe, le gardien au centre des plus grosses purges d'Espagne. Et dire que ça marche. C'est un gardien hyper solide, il a pas le meilleur jeu au pied du monde, mais ça va, il s'en sort. Et Retafe, ça reste un petit club financièrement, donc je pense que pour Chelsea, ce serait tout à fait possible de décider de le faire venir. Donc c'est la fin de la vidéo, j'ai encore plein de données sur les gardiens que j'ai pas pu vous montrer là, parce que sinon la vidéo elle est durée 87 heures. Donc si vous voulez que je parle de certains gardiens, n'hésitez pas à me le dire, parce que probablement je ferai une nouvelle vidéo sur ces données là. À bientôt.